Aujourd'hui, l'AQ se transporte dans la région de la Mauricie et se remémore l'un des dossiers les plus extraordinaires de ses annales, supposant un cas classique d'enlèvement extraterrestre. Vous les regardez puis vous vous dites, vous souhaitez pratiquement que ça soit pas vrai. Tous les extraterrestres, c'est marquant. Puis j'ai peur. On désigne généralement sous l'expression phénomène des enlèvements ou abduction les témoignages d'individus qui affirment, souvent sous hypnose, avoir été enlevés par des extraterrestres, la plupart du temps semble-t-il, à des fins d'expérimentation. Le phénomène est apparu dès 1965 avec le célèbre cas du couple Betty et Barney Hill, relaté dans le best-seller The Interrupted Journey de John Fuller. Le sujet a ensuite pris son essor principalement aux États-Unis, dirigé par les chercheurs tels que John Mack de l'Université Harvard, mais aussi Bud Hopkins, auteur de plusieurs best-sellers controversés. Certains vont ici prétendre que nous sommes victimes d'une vaste expérience génétique menée par les E.T., tandis que les détracteurs, eux, invoqueront la fabulation du sujet ou la paralysie du sommeil comme explication évidente à ces récits cauchemardesques. Même si les récits traumatisants des victimes d'enlèvement semblent directement relevés de la science-fiction, les témoins semblent la plupart du temps d'une grande sincérité et les nombreux témoignages recueillis au fil des années par ces différents chercheurs possèdent de frappantes similitudes. Voulant passer cette soirée étoilée du 27 août 2005 dans la nature, Kathleen, 19 ans, sa sœur Tricia, 11 ans, et Stéphane, 22 ans, l'ami de cœur de Kathleen, se rendent à La Croche, un tout petit village situé à une vingtaine de kilomètres de Latuque, pour y faire du camping. Gilles Milot, l'un des principaux enquêteurs lors de cette incroyable histoire, nous raconte. C'est un cas qui implique l'observation d'OVNI, c'est sûr, mais aussi les possibilités d'enlèvement. Donc, ça s'est passé le 27 août 2005. Ça implique 3 jeunes personnes qui avaient décidé d'aller faire du camping à La Croche. Alors, la première fin de semaine, du 27 août, ces jeunes personnes-là étaient là. Il y avait l'âge varie entre 19 ans et le plus jeune qui avait 11 ans. Donc, la première fin de semaine qui s'est passée là-bas, il y a eu des manifestations, on peut dire, de nature ufologique. Vers les 1h du matin, alors qu'ils étaient autour du feu, Kathleen et Stéphane aperçoivent soudain dans le ciel une sphère lumineuse de couleur pâle qui se déplace et grossit rapidement, juste au-dessus du plan d'eau. Puis rapidement, de petites sphères multicolores virevoltantes apparaissent et se dirigent à quelques mètres de la tente où dort la petite Tricia. Les témoins estomaqués réveillent la petite, qui observe avec émerveillement le phénomène, et les jeunes commencent à faire des signaux lumineux à l'aide d'une lampe de poche vers ces lumières. Et, étrangement, il y a eu une interaction. Alors, pas besoin de vous dire que la panique s'est un peu embarquée avec ces jeunes-là, mais ça s'est calmé, ils ont décidé de passer la nuit là. Bien, par la suite, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en retournant par chez eux, ils ont rencontré un couple d'amis qu'ils fréquentaient et il leur a conté l'histoire d'observation qui s'est arrivée. Les amis curieux ont demandé, mais pourquoi ne pas y retourner la fin de semaine, la fête du travail, 2-3 septembre? La seconde nuit de camping des deux couples, celle du 2 septembre 2005, sera encore une fois le théâtre de manifestations lumineuses étranges, semblables en tout point au phénomène observé la fin de semaine précédente. Et notre ami, ayant peur de rien, reprend une lampe de poche et commence également à faire des signaux. Mais là, ça s'est approché, mais drôlement. Et la sphère lumineuse a pris des dimensions considérables.
Alors, eux, comme de raison, ils ont paniqué. Et ils sont partis dans le camion en laissant la voiture là pour essayer de voir, premièrement pour ne pas rester sur place, mais également pour essayer de trouver un endroit où ils pourraient appeler la police ou une autorité quelconque pour le signaler qu'est-ce qu'ils venaient de voir. Alors, ils ont été jusqu'au kilomètre 44 où il y avait un genre de dépanneur et ils ont cogné. C'était fermé, c'était quand même assez tard. Le dépanneur n'a jamais voulu ouvrir la porte. Il regardait par la fenêtre et on s'apercevait bien que, tel qu'ils nous l'ont raconté, que le dépanneur, lui aussi, voyait la sphère. D'accord? Donc, le dépanneur ne voulait rien savoir. Ils ont embarqué dans le camion. Ils se sont rendus au kilomètre 22 où il y a une cabine téléphonique. Ils ont voulu appeler. Il y avait du grichement, du grésillement énorme sur la ligne. Ils n'ont jamais été capables d'avoir une communication. Donc, suite à ça, la sphère n'était plus là. Ils ont décidé de retourner à leur campement pour s'apercevoir qu'une fois rendus, les sphères étaient encore là, les petites sphères de couleur. Et il y avait une sphère de la grandeur, à peu près de la grosseur de ballon de basket, qui se promenait au-dessus de leur tête. Et lorsqu'ils ont descendu du camion, ils se sont rendus à la voiture, c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une poudre blanche qui recouvrait une partie de la voiture. Il y avait des traces de 3 doigts sur les fenêtres. À l'intérieur, puis la poudre blanche était aussi présente à l'intérieur de la voiture. Il y avait une brosse à dents qui était restée sur le pare-brise, qui était complètement fondue. Les lunettes de soleil également avaient subi un genre d'impact, était tout plein de poussière blanche. Le volant était fendillé, qui n'était pas fendillé auparavant selon le jeune homme. Donc, il est arrivé un paquet de petites choses. Donc, suite à ça, ils ont décidé, de part les pognants, de ne pas rester là et de s'en retourner à la maison. C'est là que ça devient assez complexe. Et c'est vers 18h45 que va se produire une arrestation policière des plus étranges sur la route du retour vers la Tuque. En cours de route, ils se sont fait arrêter par la Sûreté provinciale. Mais la façon qu'ils décrivent ça, c'est assez spécial parce qu'ils nous indiquaient que les policiers étaient habillés d'une façon très ancienne, avec des casquettes assez larges qui ne se portaient plus à l'époque, en 2005. Et également, les policiers leur avaient demandé le papier, c'est sûr, le permis de conduire, tout ça. Mais lorsque Kathleen a essayé de regarder un policier qui parlait à son copain, le policier lui a interdit de le regarder. Mais elle le regardait assez longtemps pour s'apercevoir qu'ils avaient des yeux oblongs, comme on peut supposer, et assez foncés. Et en plus, c'est que les phares d'urgence sur l'autopatrouille, ils tournaient excessivement rapidement, beaucoup plus rapide que normal, selon leur déposition. Mais par la suite, c'est que lorsque les policiers leur ont donné leur papier, il était 11 heures du soir. Donc, pour elle et pour lui, c'est impossible qu'ils aient donné leur papier vers 7 heures. Les policiers reviennent leur donner leur papier, puis à 11 heures. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, les missing time important là-dessus. Donc, c'est suite, et je dois dire aussi que les parents, très inquiets parce qu'ils ne voyaient pas arriver leur fille avec son ami, son copain, avaient appelé la Sûreté du Québec pour demander s'il n'y avait pas eu un accident ou n'importe quoi qui aurait pu faire en sorte que les jeunes seraient arrivés plus tard. Et la réponse de la Sûreté du Québec, c'est que non, il n'y a même pas eu une arrestation ou une, qu'on pourrait dire, vérification qui a été faite sur la route. Il y a une information très pertinente qu'on doit noter, c'est que lorsqu'ils sont partis de la croche, Stéphane et Kathleen, en chemin faisant, ils ont vu un objet de forme triangulaire avec des lumières blanches et brillantes au centre. Et cette observation-là a eu lieu juste pratiquement des minutes avant qu'ils ne soient arrêtés par les fameux policiers provinciaux. Alors,
quand on les a questionnés, pour eux, un objet, qu'est-ce qu'on appelle dans le jargon, le Black Triangle, le triangle noir, ils ne connaissaient pas, mais non, absolument rien de qu'est-ce que ça peut être. Ils ne savent pas aucune idée des ovnis, des formes qui peuvent être, qui ont été vues. C'était très étrange pour eux autres. Ils pensaient que c'était un avion, tout simplement, de l'armée, mais la description qu'ils ont donnée est vraiment similaire à la description qu'on reçoit des triangles volants. Arrivé à la maison, à 1h moins quart, 12h, minuit 45, pas besoin de vous dire qu'ils se sont fait ramasser par les parents, mais là, ils ont expliqué l'histoire. C'est suite à cette histoire-là que la mère, qui connaissait un peu notre directrice régionale dans le coin, en a parlé à Mme Mongrain, à Pauline, et que Pauline a décidé de nous contacter pour qu'on puisse aller rencontrer ces gens-là, voir ce qui s'est passé dans ce fameux missing time-là. Et je dois vous dire que c'était le début d'une histoire assez incroyable, invraisemblable, difficile à croire. Il faut faire attention parce que c'est sûr et certain qu'il ne faut pas sauter à pieds joints là, dans la fabulation. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec Pierre Caron, qui est le vice-président de la QU, qui est également hypnologue clinicien. Donc, Pierre il est spécialiste dans la régression hypnotique. On a décidé, on a dit à Pauline, après qu'elle nous ait contactés, on va aller voir ce qui se passe. On peut peut-être faire une régression hypnotique avec Kathleen et son amie pour voir ce qui s'est passé. Pierre Caron se rend alors au domicile de Kathleen et Tricia, accompagné de Gilles Milot, afin de procéder à des séances de régression hypnotique auprès des témoins, afin de tenter de savoir si cette période de temps perdu, vécue durant la fameuse arrestation de la deuxième fin de semaine, ne cacherait pas quelque chose. Pierre Caron, psychothérapeute, membre fondateur de l'AQU. La préparation en tant que hypnologue clinicien, faut se préparer mentalement, physiquement, puis essayer de voir les questions à poser et le plan de match à utiliser, comment approcher les témoins. C'est bien important pour ne pas leur faire peur aussi. Et puis, il faut mentionner aussi que les témoins, avant les régressions et même pendant les régressions hypnotiques, étaient interviewés, eux autres, même tout seuls, sans personne d'autre. Les autres témoins n'étaient pas là. Les parents étaient là, mais pas les autres personnes, comme la plus jeune et puis le garçon en question. Ils n'étaient pas là pendant la régression de la plus vieille. Parce qu'on a débuté avec la plus vieille, qui semblait avoir beaucoup de problématiques à gérer cette situation-là. Elle se posait beaucoup de questions. Alors moi, quand j'ai rencontré personnellement, j'ai posé des questions qui l'ont apporté à me poser des questions sur ses réponses, ce qu'elle voulait avoir. En réalité, c'est les réponses qu'elle voulait avoir, parce qu'elle n'en avait aucune, parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui était produit. Alors on a travaillé comme ça, tranquillement, sous hypnose. Et naturellement, il faut faire attention, il y a plusieurs techniques dans l'hypnose. On peut dire hypnothérapie aussi, ou hypnoanesthésie, pas anesthésie, non, c'est plutôt en clinique. On parle de régression hypnotique qui est rendue à cette heure en nouveau terme, hypnoanalyse, qui est plus, je pourrais dire, scientifique. Et là, il faut regarder les gens. Avant, on les met en état de relaxation profonde, de détente profonde, pour qu'ils atteignent un niveau de base, relaxation vraiment profonde, pour pouvoir entrer en hypnose. Normalement, une introduction, à mettre un sujet sous hypnose, prend à peu près 20 minutes. Et ces 20 minutes-là, naturellement, c'est la détente progressive, la relaxation, la respiration, pour mettre la personne qu'elle soit bien dans son corps, et ainsi de suite, et dans ses émotions. Et par la suite, on enchaîne l'hypnoanalyse qui anciennement s'appelait régression hypnotique ou régression en âge, peu importe. Et là, on commence l'histoire. Il faut dire aussi que c'est l'hypnose la technique que j'ai prise en hypnose pour la plus vieille des sujets, des 3 sujets, n'était pas une hypnose directionnelle, ni une hypnose paternelle, ni une hypnose nowhere, qu'on pourrait dire. C'est une hypnose passive. Ce que je veux dire, c'est une hypnose de relaxation. La technique que j'ai utilisée, c'est connu, ça s'appelle la technique du training autogène. Et c'est une technique de relaxation profonde qui amène le sujet à un état de relaxation de niveau, on pourrait dire, pas très profond, parce qu'on n'a pas besoin d'aller vraiment profond avec le sujet en question. Et c'est suite à ces événements-là et ces techniques-là et ces approches que j'ai utilisées qu'on a eu des révélations concernant l'enlèvement de la plus vieille.
présenté pour la première fois les bandes vidéo des séances dirigées par Pierre Caron. 2, 3. Je nous écris exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu vois? C'est lumière. Quel genre de lumière? Blanche, forte. Qui fait dessus. Qu'est-ce que ça fait? C'est aveugle. Ça t'aveugle? De où est-ce qu'elle provient, cette lumière? Au-dessus, moi. Et qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Tu regardes à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu vois? Personne. Il n'y a personne autour de toi? Il y a 4 personnes. Tu les connais? Non. Est-ce qu'ils te parlent? Non. Je suis attachée. Comment? J'ai une mère et pieds attachés. Qu'est-ce qui attache tes mains et tes pieds? Personne. Et qu'est-ce que tu as dans tes pieds? Les familles. J'ai plus rien. Tu peux les Ils ranier? sont enlevés. Enlever les raniers? Non. Qu'est-ce qui a enlevé Le d'autre? bas. Qu'est-ce qui a enlevé d'autre chose? J'ai plus de chandail. Chandail, pantalon, non. Qui est-ce qui t'a enlevé ça? Personne. Comment? Est-ce que tu peux voir leur silhouette un peu, la lumière? Son mec crie. Grosse tête. Des longs pieds. Des longs doigts tout petits. Ouais, Comment? j'ai peur. T'as peur? Tu me dises qu'est-ce qui se passe après que tu sois détaché. Qu'est-ce que tu vois? Qui t'a détaché? Ni personne. Ils m'emmènent dans ce couloir. Et où est-ce qu'il va, ce couloir-là? Dans un salon. Plein de lumière bleue. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Il y a plein de personnes. Plein de personnes? Comme les gens qui t'ont déshabillé? Plein. Non, Kathleen, je veux que tu mémorises les êtres. Tu vas me dire à quoi ils ressemblaient. Tu vas faire comme un Kodak. Tu vas prendre une photo de leur dimension. Tu vas me dire s'ils sont grands, petits, à quoi ils ressemblent. Grosse tête. Avec des gros yeux. Une petite bouche. Il n'y a pas d'oreilles. Mais je vois plus les oreilles. Ils sont grands? Plus grand que moi. Ils sont habillés? Pas de vêtements. Ils n'ont pas de vêtements? Ils sont tout alentour de moi. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils font des mouvements, quelque chose? Tout petit doigt. Juste un milieu. Il y a plus de monde. Alors où est-ce que t'es? Ça. Dans Kathleen, tu vas ouvrir tes yeux tout doucement. Ton mascara tout coulé. Ouais, ça c'est bien. Ça va bien? Comment tu te sens? Puis, Reposé? La maman de Tricia et de Kathleen, elle nous a demandé si c'est possible de voir ce que Tricia a, parce que Tricia avait mal à un poignet, elle avait des marques sur un poignet, puis ça lui faisait mal. Puis le médecin qu'ils étaient allés voir ne pouvait pas déterminer la nature du mal de Tricia. Fait que Pierre, on se regarde, il était déjà 5 heures. Il fallait retourner à Montréal. Il dit, ça ne devrait pas être si long que ça, donc on va procéder. La plus jeune, qui était 11 ans, vraiment mignonne, toute jeune, puis c'était assez impressionnant de voir son récit. Elle a fait ça comme une grande, comme une adulte, tout en étant sur les lieux de l'hypnose, mais ailleurs en même temps, parce que dans les techniques que j'utilise, dans ces techniques-là, une régression, c'est un état non ordinaire de conscience ou modifié. On est conscient qu'on est dans une pièce ou sur un divan, mais on est ailleurs à la même place. On est ailleurs sur le lieu où on a eu le traumatisé ou il y a eu l'accident, peu importe. Alors, on est comme en deux, et elle a très bien géré ça. Je pouvais ressentir en elle une crainte, une peur, une chose inconnue. C'était comme si elle n'aurait jamais vu ce qu'elle voyait, puis elle se posait des questions elle-même. Alors, elle s'interrogeait sur ce qu'elle voyait. Normalement, s'il y aurait une banalerie de familiation, on pourrait dire, elle aurait pu diriger son hypnose facilement, dire telle chose s'est produite, ainsi de suite. Mais non, là, elle était vraiment comme non, c'est pas ça que je vois, ça ressemble pas à ça, c'est pas que ce soit ça. Oui, mais vraiment, c'est ça. Elle s'interrogeait. Alors, on voyait un peu qu'elle était vraiment dans le beat de la situation et pour nous révéler ses expériences, je ne voudrais pas dire atroces, mais quand même traumatisantes pour une jeune fille de 11 ans. Quand tu as vu cette boule de lumière, ta sœur, qu'est-ce qui s'est produit après? elle s'en venait vers nous. Son chum l'a emmené dans le pick-up, puis tellement j'avais peur, je shakeais. Puis après, ils sont venus. Puis on a été partis 5 minutes. On est revenu, la boule a disparaissait. Puis un peu après, elle a remonté dans le ciel. Et après ça, t'as été couché? J'avais trop peur, fait que je m'ai assise à table. Je vois 2 images. Je vois la boule jaune là au côté du bois, puis quelqu'un étendu sur un genre de lit, mais que les ambulanciers prennent quand les personnes sont malades pour les emmener dans leur van. C'est dans le vaisseau des extraterrestres, puis il y a les extraterrestres à côté. Puis il y en a qui travaillent sur des pitons. Quand je vois les extraterrestres, il y en a un à droite de la personne, un à gauche, puis à l'entour. Il y en a qui sont assis à l'entour, puis qui est en train de pitonner des affaires. Et qu'est-ce qu'ils font les gens autour? Ils sont en train de la toucher. Ils font quelque chose, mais je vois pas. Comment est la personne? Est-ce qu'elle est habillée?
Je sais pas. Il faut juste sentir. Je suis sur un plancher, dans le vaisseau. Un plancher. Oui, il est blanc. Il est blanc? Oui, Est-ce qu'il est froid? je sais pas. J'ai mes souliers Est-ce que t'es couché ou debout? debout. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il y a les extraterrestres qui travaillent sur quelque chose. Tout alentour sur des chaises. Ils regardent le côté du vaisseau, mais il y a comme une vitre, comme des gens d'ordinateur, puis il y a des pitons. Puis il y a la personne dans le milieu couchée sur le chandelier avec deux extraterrestres à côté. Je suis encore debout en train de les regarder, puis je me demande qu'est-ce qu'ils font. D'après toi, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui travaillent sur des affaires, puis ceux-là à côté de la personne. Ils ont des objets des mains, mais je sais pas c'est quoi. Est-ce que tu peux les voir, les objets? Non, Ça ressemble à quoi? c'est des affaires de métal. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait sur la table? Elle est couchée comme si elle dormirait, puis il y a une lumière en haut d'elle. Qui te voit? Tous les extraterrestres ils me regardent. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils font juste de me regarder, puis j'ai peur. Tu te regardes de proche? Ils restent tout au cuisson, puis ils me fixent. Qu'est-ce que ça fait quand tu te fixes? J'ai peur. Puis ils sont pas beaux. Ils sont si que ça? Oui, ils sont tous gris, ils sont tous minces. Puis leur tête, c'est un œuf à l'envers. Tous les extraterrestres qui travaillaient après les gens d'ordinateur, puis les pitons, puis les deux personnes à côté de la personne, qui en viennent toutes vers moi. Qu'est-ce qu'ils viennent te faire? Je sais pas. Est-ce qu'ils te touchent? Juste l'extraterrestre qui est en arrière de moi, qui est à côté de la madame. Parce que les gens sont trop loin encore. Et elle te touche où, celle-là, qui est en arrière de toi? On me prend le bras, on me prend le poignet. Quel bras? Ouais, Par la main ou par le bras? par le poignet. Est-ce que ça fait mal? Oui, Ça serre fort? oui, puis elle a les mains froides. Quand tu dis c'est un extraterrestre, est-ce que tu l'as vu? Oui, Tu l'as vu quand? je me revirais puis je l'ai vu. Est-ce que t'as eu peur? Oui, Qu'est-ce que t'as fait quand tu l'as vu? j'ai eu peur puis j'ai commencé à pleurer. Est-ce que t'as voulu te sauver? Oui, mais je pouvais pas. Pourquoi? On aurait dit que mes pieds étaient collés à terre puis ils me tenaient le bras. Les extraterrestres sont gris, avec une tête bizarre. Ils ont des gros yeux, une petite bouche. Puis je pense qu'ils ont un petit nez, je le vois pas trop. Ils sont tous gris. Est-ce qu'ils sont habillés? Non, Ils sont tout nus? oui, Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes? je suis pas capable de voir, ils sont toutes pareils. Et à toi, tu vas ouvrir tes yeux tranquillement. 1, 2, 3.
Ça va bien? Oui. Tu es fatigué? Non. J'ai comme formation, là, j'ai fait beaucoup pendant près de 40 ans, on peut appeler ça comme des enquêtes là, dans les différentes industries pour s'assurer qu'ils sont conformes à nos spécifications techniques. Je travaillais pour une firme d'ingénieurs conseil. Et également s'assurer comme quoi tout était respecté. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a des personnes qui nous contaient des histoires. Donc, on a dû développer une façon de faire pour poser des questions, puis s'assurer que les individus nous répondaient honnêtement. Alors, il y a des questions qu'on pose qui font en sorte, je pense que les policiers sont habitués à ce genre de questionnement-là. Je me suis assuré d'avoir comme information qu'il n'y avait eu aucune contamination d'émissions de télévision, de films ou de livres, de quoi que ce soit. Et je peux vous confirmer qu'il n'y en a pas eu. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir eu un phénomène ou sentiment de contamination. La raison est que j'ai rencontré les personnes avec Gilles, une personne à la fois tout seul, sans la présence des autres jeunes. Et sous hypnose, quand on faisait l'hypnose, la régression, c'était une personne à la fois. Les autres restaient de l'autre pièce. Donc, je n'avais plus prendre contact de rien. Et c'est pour ça que je dis à Gilles, on va le faire le jour même. On va essayer de faire ça coller pour qu'il y ait le temps de se parler entre eux autres, de se contaminer. Il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas et qui en parlaient. Tu ne peux pas inventer quelque chose que tu ne connais pas. Bien, tu peux inventer n'importe quoi, mais quand même, il y a des limites. Et lorsqu'il parlait de leur cas, c'est des choses qui n'ont pas été vues, qui n'étaient pas connues à l'époque. Je suis sûr et convaincu que leur histoire s'est passé quelque chose. Ils ont vécu une expérience. Je n'ai aucun élément de preuve qui prouve la vraie réalité de cette histoire, mais on a quelques traces, quelques témoignages, quelque chose, rien que le fait d'analyser leur situation, de se poser des questions sur ce qu'ils voyaient, ce qui n'est pas le genre typique de contenu d'histoire ou des menteries. C'était vraiment de s'interroger, savoir si c'était vrai, ce qu'ils voyaient, c'était quoi. Alors, en gros, je pense que côté contamination, complètement à côté de ça. C'est vraiment passé un événement très spécial la fin de semaine du 1er et du 2 septembre et également la fin de semaine précédente pour Tricia du 27 août 2005. Malgré l'aspect extraordinaire, voire irréel des événements de l'accroche, il est difficile de réfuter les témoignages précis et concordants, les séances d'hypnose révélatrices ou les éléments de preuve photographiques tangibles de cette affaire. Les cas possibles d'enlèvement extraterrestre comme celui de l'accroche resteront toujours très difficiles à avaler pour la plupart des gens et même pour bien des ufologues, de par leur nature sensationnelle et les implications extraordinaires et dramatiques qu'ils supposent. Mais comme dans la grande majorité des dossiers, le cas de l'accroche restera un mystère de plus dans les dossiers de l'AQU.